OK. Bonjour et bienvenue à tous. Merci un peu d'être là. Je suis Carlo Merla, je suis le chef d'équipe de FANAING, le programme d'appui à la société civile, soutenu par l'Union européenne, l'Allemagne, Monaco et l'ambassade de France. Et on est là aujourd'hui un peu pour mener un peu un débat et échanger autour de qu'est-ce que la société civile est en train de faire et qu'est-ce que la société civile pense un peu de cette crise. Est-ce que cette crise devient en effet un atout, en effet, un moment de tournant pour Madagascar, pour en effet aller adresser des questions qui maintenant sont historiques, ou est-ce que cette crise, c'est juste une autre crise à Madagascar et bon, ça va pas changer grand-chose. Je suis là alors pour discuter de cela avec trois représentants de la société civile. Il y a bien sûr Fanja Bertine, qui est la représentante de l'ONG VAT, et elle est aussi représentante élue dans le comité de pilotage du programme FANAING. Merci Fanja d'être là. Je suis aussi avec Kay Rafitisson, qui est la directrice exécutive de Transparence internationale à Madagascar. Merci à toi aussi, Kay. Et je suis avec aussi Niaïn Arzoun. Ma prononciation n'est pas grand-chose, mais coordonnateur du mouvement Roux et aussi directeur de l'ONG M6 Tatao. Merci Niaïn pour être là. Merci Carlo et bonjour à tout le monde. Ouais. OK. Disons un peu avant d'aller un peu adresser les questions de la société civile et comment la société civile est en train de répondre à cette crise, j'aimerais bien avoir juste votre opinion par rapport un peu en général à cette crise à Madagascar. Moi, je suis arrivé il y a presque 2 ans maintenant et bon, j'ai vu un peu un pays qui, quand même, par rapport à ses richesses et à ses potentialités, est vraiment quand même dans une crise, je dirais, pérenne depuis des années, avec des taux de pauvreté, disons, qui n'ont pas trop d'égal dans le monde, avec une situation de corruption importante. Un pays qui, bon, comme mes collègues et beaucoup d'entre vous me disent toujours, c'est un pays qui est toute émergence, en effet, à Madagascar. Comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle émergence qui vient au-dessus d'une situation, en effet, qui est toujours d'urgence? Bien sûr, je crois qu'il y a un aspect qui est quand même, disons, un peu de mauvaise chance, si on veut, disons, car la crise intervient dans un moment où Madagascar avait quand même pris la voie vers une stabilité politique et avec des perspectives quand même de pouvoir travailler pour le vrai développement. Maintenant, l'ultérieure crise met encore un obstacle sur la route de Madagascar. Comme ça, il serait intéressant un peu d'écouter votre opinion un peu par rapport à qu'est-ce que cette crise signifie dans ce contexte malgache. Peut-être on peut commencer par Kay. Très bien, merci Carlo. Et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent en live. C'est un plaisir toujours de partager nos opinions sur la situation. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, Carlo, Madagascar connaît des crises cycliques depuis des années. On ne sait pas trop pourquoi ça se passe, mais jusque-là, c'était surtout des crises sociopolitiques avec des conséquences économiques dévastatrices. Et à chaque fois, à chaque crise, on met à peu près 4 à 5 ans pour remonter la pente. Donc, cette fois-ci, la différence, c'est que c'est une crise sanitaire majeure et que c'est une crise qui est internationale. Elle n'est pas seulement propre à Madagascar, elle est vécue dans plusieurs pays, dans le monde, dans la majeure partie du monde même. Bien sûr, Madagascar a aussi connu des crises sanitaires auparavant, par exemple les épisodes de peste qui sont récurrents, mais je dirais que cette crise-ci se distingue par le fait qu'on ait dû recourir à l'urgence sanitaire, c'est-à-dire mettre en place des mesures restrictives pour les libertés individuelles
mais aussi pour l'économie et pour tout l'ensemble de la société. Donc ça, je dirais que ce n'est pas très courant à Madagascar. Ça modifie vraiment notre mode de vie, ça modifie même l'esprit dans la société, l'organisation sociale, puisque les Malgaches, par exemple, sont des gens qui vivent beaucoup pour leur famille. Hein. Et là, pendant un moment, on n'a même pas été autorisé à visiter nos familles, etc. Ça peut sembler mineur, mais ça impacte sur la psychologie, l'état psychologique de la société, je dirais. Donc, c'est aussi une crise pendant laquelle, vu l'état d'urgence sanitaire, les pouvoirs publics ont plus de pouvoir justement qu'à la normale, surtout l'exécutif. Donc, on a vu beaucoup de choses se passer en l'espace de ces 2 mois et quelques. On a vu de plus en plus une propension vers ce renforcement des pouvoirs de l'exécutif qui était déjà important auparavant. Hein. N'oublions pas qu'on vit dans un pays où le pouvoir exécutif est le plus fort par la force des choses. Et là, ils ont encore un plus, je dirais, qui est conféré par la loi, puisque tout ceci est légal, on va dire, c'est autorisé par les textes, mais ce n'est pas très bien vécu. Pourquoi? Parce que il y a des libertés qui sont touchées, par exemple la liberté d'expression. L'accès à l'information est difficile pour ceux qui veulent vraiment faire le suivi, par exemple, des dépenses sur le Covid. C'est notre cas à nous au SC. Et donc, c'est un contexte très particulier. On n'a pas eu l'habitude de tout ceci, de ces restrictions-là. Donc, on a dû s'adapter. Maintenant, quelles seront les conséquences? On en discutera, je pense, de long en large durant ce débat. Mais voilà un premier point de ma part. Merci. Oui, oui, merci Clé. Oui, c'est vrai que c'est une crise comme aucune autre peut-être, surtout pour ces restrictions qui Oui. sont imposées du fait pour répondre en effet à la propagation du virus. Et Fanja, de ton côté un peu, tu es en province, dans une région, comment est-ce qu'on vit cette crise chez toi? Merci Carlo pour m'avoir donné la parole. Bonjour à tous qui nous regardent et nous suivent en live. Donc, oui, c'est une nouvelle situation pour tout le pays et même pour spécifiquement dans la région de cette crise. Ce n'est vraiment une amplification de la vulnérabilité de la population. Donc, il y a plus de difficultés, comme Kate l'a dit, qu'il y a des difficultés sociales plus amplifiées. Il y a des risques d'insécurité majeurs au sein des ménages. Mais il y a aussi ce problème d'information qui pousse les familles à être réticentes aux mesures de restriction et d'interdiction de l'État. Par cette crise, donc, ça démontre à nouveau des lacunes dans des mauvaises gouvernances successives parce que ils n'ont pas pu mettre en place, donc, je dirais, des vraies stratégies de développement. Parce que, par exemple, à Madagascar, le secteur informel constitue 93% de la population malgache, mais il n'y a pas je dirais, de vrai système de protection sociale solide alors que le secteur prend de l'ampleur au jour le jour. Il n'y a pas aussi un système de santé qui permette aux familles déjà avant la crise de faciliter leur accès aux soins. Et donc, je dirais que le gouvernement actuel subisse donc des conséquences des mauvaises gouvernances successives. Malgré cette conséquence-là, je trouve aussi que
cette crise démontre des lacunes dans les politiques publiques actuelles parce qu'il n'y a pas vraiment d'implication de l'ensemble des acteurs donc dans les consignes, dans les décisions prises. Il n'y a pas aussi une transparence totale, je dirais, totale sur les décisions prises, d'où viennent les financements de la production de CVO, tout ça. Je dirais aussi qu'il y a une incohérence dans les théories et la mise en œuvre. Par exemple, il y a des mesures restrictives sur les déplacements, alors que dans certaines régions, les mesures ne sont pas vraiment respectées. Mais je trouve aussi que les décisions, les démarches de l'État ne sont pas inclusives parce que Madagascar, quelle que soit donc la prédominance de l'épidémie dans certaines régions, mais à mon avis, Madagascar en subisse dans l'ensemble l'impact de la crise, donc les décisions restent concentrées dans les régions d'intervention, les régions où il y a plus de cas suspects et cas confirmés. Merci beaucoup. Oui, merci Faja. Tu fais des points très intéressants, surtout le fait que d'un côté, la crise exaspère justement la vulnérabilité, non? Elle la met encore plus en évidence et l'inégalité, non? Qui a finalement dépendant de ta condition sociale ou économique, tu vis cette crise de façon très, très différente et inégale, et y compris, disons, l'aspect d'accès après à des services et des soins de santé, non, qui puissent en effet te protéger, non, par rapport à cette maladie. De l'autre côté, on met en place toute une série de restrictions que, oui, s'il n'y a pas une bonne information, une participation des communautés, on n'arrive pas à comprendre et on voit cela vraiment comme une imposition pas trop justifiée. Absolument. Et Niaïn, de ton côté, que tu as un peu une perspective plus d'ensemble, peut-être, comment est-ce que tu vois cela? Merci Carlo. Et bonjour à tout le monde qui regarde actuellement. En fait, il y a pas mal de choses qui ont été exprimées par Kéfand que je voulais exprimer, mais pour compléter, à mon avis, cette crise, comme tu l'as mentionné, accue en fait les fortes disparités géographiques, sociales qui sont donc également ce qui est par rapport à la pauvreté des gens à Madagascar. Et nous avons certaines régions, comme les régions du Sud, par exemple, qui sont plus pauvres que les régions du Nord et du Centre. On sait que les zones rurales sont plus pauvres que les zones urbaines. Donc, cette crise, ça va encore accentuer toutes ces disparités et que certains groupes, comme les femmes et les jeunes, vont également subir plus d'impact par rapport à cette crise. Et cette crise également montre que les priorités restent toujours dans la question de l'accès de population aux droits sociaux de base, comme tu disais, la nutrition, la protection sociale, la santé potable, l'éducation, et même la sécurité, puisque actuellement, bien sûr, même si nous avons reçu beaucoup de fonds de nos partenaires, ces fonds ne seront jamais suffisants pour vraiment accompagner les populations durant cette crise. Donc, il faut toujours renforcer donc, ces domaines prioritaires qui sont la santé, la nutrition et l'eau potable. Et je crois que c'est pourquoi les mesures
comme le tout ce qui est fermé, ou les vaccins, ou les prises en charge dans les soins de santé, l'approvisionnement matériel de santé, l'amélioration de tout ce qui est prestations de santé. Ce sont vraiment des priorités qui sont déjà des priorités avant la crise, mais avec la crise, ça s'est encore renforcé et décuplé même. Donc, actuellement, donc, comment allons-nous anticiper pour les prochaines fois pour que on ne subit pas les mêmes problèmes? Oui. Oui, absolument. C'est vraiment une crise qui expose toutes les incohérences, les hypocrisies, les inégalités qu'il y a dans nos sociétés. Et après, nous vraiment, nous demande une action peut-être différente, même une réflexion par rapport à comment quand même on a agi avant. Hein, et je crois que cela touche un peu tous les acteurs, le gouvernement bien sûr qui a la responsabilité principale, mais si nous touche à nous un peu plus actifs dans la société civile ou en appui à la société civile, car disons, c'est clair que pour faire face à l'énormité de ces défis, il faut vraiment une action différente, engagée et qui mobilise un peu tous à partir des citoyens. Et bien sûr, ce serait intéressant un peu de voir un peu face à ces défis, un peu qu'est-ce que la société civile ici à Madagascar, surtout les organisations locales, sont en train de faire. Non? Les défis sont énormes, il y a d'un côté des restrictions de liberté, de l'autre côté des populations vulnérables qui deviennent encore plus en situation de vulnérabilité, ça se profondise, mais de l'autre côté, comme tu dis, les moyens sont quand même encore limités et tu vois, aussi du point de la société civile, bon, il faut trouver des façons autres peut-être d'adresser ces questions. Comment est-ce que vous voyez maintenant un peu la mobilisation de la société civile dans cette crise? Est-ce que déjà après 2-3 mois, est-ce que des choses ont changé? Comment la société civile a-t-elle réagi? Peut-être on peut commencer, on va au contraire maintenant, on commence par Niaïn et après on fait le tour au contraire. Merci Carlo. En fait, je voulais un peu compléter que cette crise également a démontré que notre système de gouvernance est assez défaillant, surtout le manque de décentralisation, des prises de décision et d'action. Et là, on voit vraiment la défaillance de ne pas avoir des présidents de FOCTAN qui sont élus et qui sont reconnus et qui sont légitimes par les communautés de base, puisque les actions au niveau local, comme tu expliques, ça repose surtout sur le leadership local, donc le leadership de ces FOCTAN et de son intégration au niveau des communautés. Et là, on voit que cet aspect-là manque et on voit vraiment des chefs FOCTAN qui ne sont pas redevables, qui sont contestés, qui ne sont pas transparents, qui imposent leur façon de travailler aux communautés. Tout ça, ça impacte vraiment à la mise en œuvre des décisions au niveau local. Maintenant, en termes d'organisation de la société civile, comme tu sais, lorsqu'on parle de réponse à des crises comme la COVID-19, il y a donc différents niveaux de politiques publiques qui sont élaborés. D'abord, il y a tout ce qui est plan de contingence au niveau national qui devrait être élaboré par le gouvernement, qui sont déclinés par secteur et qui sont peut-être également déclinés au niveau des régions et au niveau des districts et au niveau des communes. Là, donc, il y a des actions que les organisations de la société civile devraient faire. Surtout, d'abord, comme nous le savons, comment accéder à tous ces plans. Même pour accéder à tous ces plans, c'est actuellement un défi pour nous, organisations de la société civile au niveau national, de vraiment voir qu'est-ce qui devrait être fait par le gouvernement, qu'est-ce qui sont planifiés à être fait par le gouvernement. Donc, c'est assez difficile.
Et je s'imagine également que au niveau des régions, au niveau des différentes communes et Fouktane, ils ne disposent pas également vraiment de documents sur lesquels ils peuvent baser qu'est-ce qui aurait dû être fait dans telle commune, qu'est-ce qui aurait dû être fait dans tel Fouktane et avec quels moyens. Et tout ça, donc, rend un peu difficile les actions des organisations de la société civile, surtout pour contrôler la mise en œuvre des actions publiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, que dans les différentes localités du pays. Là, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir accès à ces informations au niveau national, d'analyser les informations qu'on obtient des différentes parties prenantes par rapport aux actions qui devraient être faites et qui sont proclamées à être faites. Et après, donc, de mettre un lien avec les organisations de la société civile à la base, au niveau du district et au niveau des communes et des Fouktane, pour leur dire également de suivre la concrétisation de ces décisions au niveau national, au niveau de leurs communautés respectives. Et là, il faut qu'on trouve un moyen de travailler ensemble entre les niveaux Fouktane, les niveaux communes et les niveaux national pour vraiment pouvoir suivre donc la mise en œuvre de ces actions qui sont développées au niveau national, mais qui sont concrétisées dans les différentes communes et dans les différents districts. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile, de membres de Rouille qui sont engagés dans SAFID, qui ont donc mis en œuvre des actions de sensibilisation, des actions d'aide communautaire surtout, pour essayer vraiment d'appuyer les communautés locales, mais je pense que ces actions sont encore insuffisantes et surtout, on n'arrive pas encore à bien toutes les coordonner pour avoir des impacts, je dirais, au niveau des communautés. Merci. Oui, merci beaucoup, Yain. Oui, en effet, oui, tu fais des points très importants. Cette crise demande en effet un peu la participation de tous, mais il faut aussi mettre en condition tout le monde de pouvoir participer, d'avoir l'information nécessaire, d'avoir les espaces de collaboration et aussi un peu la possibilité d'agir et de répondre à cette crise, soit du point de vue, bien sûr, de l'appui aux communautés, soit aussi et encore plus peut-être dans cette crise que la société civile puisse faire jouer ce rôle un peu de monitorage, de contrôle, non, disons, des institutions publiques et privées dans la façon dont ils gèrent la crise et les finances et répondent aux besoins de la population. Et je crois aussi que c'est quand même cette crise une opportunité d'un côté pour la société civile et les organisations, en effet, pour aller là où l'État n'arrive pas, si on veut, tu vois, c'est dans cette quand même structure encore un peu trop verticaliste, peut-être hiérarchique, la société civile est là à côté des communautés, hein, et ça peut être vraiment une opportunité pour gagner en légitimité face aux citoyens, hein, qui est quand même toujours critique parfois, non, les OSC, et il faut aussi, non, c'est dire à soi-même que parfois on reste un peu trop loin des vrais problèmes des gens. Et Fanja, comment tu vois ce rôle de la société civile dans cette crise? Merci, Carlo. Oui, je pense que la société civile fait partie du secteur touché aussi par cette situation d'urgence. Déjà, son mode de fonctionnement a dû être adapté donc par rapport à cette situation. Les activités qu'ils se sont engagés donc initialement, donc il y a certaines activités qui ont été mises en stand-by. Par exemple, si l'OSC œuvre dans la thématique éducation, donc comme eux, les écoles sont fermées, donc les OSC aussi donc, ont dû mettre en arrêt leur activité. Si
si l'acteur travaille dans le domaine de santé, donc elle doit soit élargir son activité pour répondre au Covid, soit elle a dû mettre aussi en stand-by ses activités. Donc, il y a vraiment une remise en question de son plan stratégique actuellement du côté des OSC. Mais pendant ces 2 mois, il y a quand même une évolution entre les OSC. Donc, il y a vraiment une volonté de se mettre en réseau, de rassembler ses forces pour essayer, donc, pour tenter de répondre aux besoins de la population. Par manque de moyens, donc, tous ces OSC, malgré ce rassemblement-là, doivent prioriser ses bénéficiaires et peut-être élargir un tout petit peu son public, mais ça nécessite vraiment d'autres moyens qui n'est pas prévu initialement. Par rapport à ça, donc, les interventions des OSC restent très limitées par rapport aux besoins de la population face à cette crise-là. Là où je constate que la collaboration entre le gouvernement et les OSC reste fragile. C'est déjà été fragile depuis des années, mais ça reste toujours fragile malgré cette situation. Parce que je trouve qu'il y a une manque d'implication, manque de sollicitation de la part de l'État aux OSC qui, je pense, qui détiennent plus d'informations, qui a une meilleure connaissance des besoins des plus vulnérables parce que c'est des gens que les COSC-là côtoient au quotidien. Mais de l'autre côté aussi, les OSC constatent qu'il y a une barrière d'accéder le gouvernement parce que cette fois-ci, donc, il y a un vrai renforcement de fermeture du gouvernement. Ça se manifeste à travers les informations, les consignes. Donc, il n'y a pas vraiment un accès d'ouverture constaté de la part du gouvernement. Donc, en conclusion, les OST sont aussi touchés et subissent directement l'impact de cette crise, mais ils ne sont pas vraiment pris en compte dans les politiques de l'État actuellement. Merci. Oui, oui, merci, merci. Non, c'est intéressant. Bon, il y a beaucoup, je dirais aussi, de pression sur la société civile, justement, parce qu'on est près des bénéficiaires, on est près des groupes vulnérables, on veut faire quelque chose, on essaie de s'adapter, de créer des synergies, d'être un peu plus en réseau, mais de l'autre côté, il y a certaines barrières au niveau des ressources, et on discutera de ça, et à niveau aussi de la relation peut-être avec l'État, parce qu'une collaboration majeure est nécessaire dans ce cadre, surtout de crise. En temps normal, mais en temps de crise encore plus. Il faut construire et aller vers disons, aller au-delà des intérêts spécifiques, des positionnements politiques ou autres, et vraiment essayer de collaborer pour faire face aux graves problèmes de Madagascar qui se profondissent encore plus avec la crise. Et bien sûr, en me tournant à Ké, peut-être c'est intéressant ce que Fanja dit, je l'ai vu aussi, c'est-à-dire il y a un certain, depuis quelques semaines, certains élans de la société civile à collaborer un peu plus entre eux, au moins, parce que ce qu'on dit et on reproche à l'État, il faut aussi dire que la société civile n'est pas une championne dans le sens d'aller collaborer même avec ses propres collègues des autres organisations. On veut toujours faire nos choses individuellement, et on voit que cela ne mène aucune part. Tandis qu'il faut vraiment aller au-delà des individualités et même de la protection légitime des propres organisations pour en effet mettre ensemble le peu de ressources qu'on a et pour faire face aux choses. Et je crois aussi TI avec d'autres est en train un peu de mener quelques actions en partenariat, peut-être plus qu'avant pour ce que je vois, surtout sur des sujets aussi importants comme
on a des aspects, disons, de monitorage des finances publiques et la corruption que, disons, une crise comme cela met encore plus en évidence comme cela est vraiment un crime contre l'humanité parce que tout argent qui va dans la corruption est en dessous en moins pour les centres de santé de base, pour avoir des infirmiers là où il faut et de l'eau potable là où il faut, car on sait bien qu'à Madagascar, il y a des milliers et des milliers de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et quel est ton point de vue? Ouais. J'allais justement soulever ce point-là, Carlo, que c'est vrai que la crise est un challenge pour tout le monde, y compris pour les OSC, hein, mais c'est aussi l'occasion pour nous de renforcer notre militantisme, si tu veux, parce que quand on est comprimé, quand on est restreint, et alors qu'on se rend compte qu'il a des choses à faire, eh bien, si on a la volonté, on peut toujours surmonter les obstacles. Et c'est cet élan, comme tu dis, que moi, personnellement, je constate et que j'admire. Depuis le début de la crise, on s'est organisé. On n'a jamais cessé de parler. Voilà, en fait, c'est d'interpeller dès le début de la crise, de rappeler au gouvernement les principes essentiels qu'il faut respecter, même en période d'urgence sanitaire. Chaque organisation et la coalition d'organisations qu'on a formée a mis en exergue tous ces principes-là en cherchant à protéger le citoyen, justement, et en demandant plus de redevabilité, plus de transparence, plus d'intégrité à tous les niveaux pour que ça ne soit pas la gabégie, puisque l'exécutif a des pouvoirs exacerbés, puisque les pouvoirs publics sont en premier plan, et c'est leur rôle, là, il faut le savoir aussi, d'être en première ligne, parce que ce sont eux les premiers garants du bien-être de la population après tout. Nous, on est là pour les renforcer, pour les guider vers le droit chemin en quelque sorte, pour éviter qu'il y ait des dérives. Donc, la société civile aujourd'hui, elle joue ce rôle de balise qui est essentiel. C'est toujours ça, la société civile, on dit que c'est le watchdog, mais j'aime à le répéter, le chien, il ne doit pas juste regarder. Quand les choses se passent mal, il doit aussi commencer à mordre, c'est ça. Et donc, il ne faut pas reprocher à la société civile d'être parfois agressive parce qu'il y a quand même des situations qui dépassent l'entendement. Donc ça, c'est ce militantisme-là, cet esprit de collaboration qui est le plus grand plus, je crois, qu'on aura tiré en tant que société civile de cette crise. Mais je tiens quand même aussi à rappeler qu'il n'existe pas une société civile, un grand bloc de société civile, et on ne peut pas parler tous de la même manière ni de la même voix, parce que la société civile est organisée de différents blocs, c'est composé de plusieurs composantes. Il y a les organisations formelles, par exemple, qui ont peut-être plus de moyens. Ce sont les associations, les fondations, les coopératives qui sont enregistrées auprès de l'État, qui ont des ressources précises. Mais il y a aussi la société civile informelle qui est tout aussi importante. Ce sont les petites associations de quartier, ce sont tout regroupement de citoyens dans un élan volontaire et volontariste. C'est une organisation de la société civile, il ne faut pas l'oublier. Et les gens s'organisent au niveau local, dans les communautés pour s'entraider. Pendant cette crise, on a vu beaucoup de ces mouvements qui se sont formés aussi d'entraide aux plus démunis. Les gens collectent des savons, de l'huile, tout ce qui a pu être fait. Et ça n'a pas besoin d'être formalisé pour être effectif. Donc ça aussi, il faut saluer cet effort-là. Et troisièmement, je dirais que au sein de la société civile, nous, organisations, on a chacune nos missions aussi. Il y a les organisations qui travaillent dans la délivrance de services sociaux de base, par exemple, qui appuient les services de santé, qui distribuent de la nourriture, je ne sais pas. Il y a d'autres organisations qui sont un peu plus dans la gouvernance et dans le plaidoyer, qui poussent pour que des changements s'opèrent au niveau législatif, légal, dans le cadre institutionnel, pour que tout ceci soit favorable à l'exercice des droits du citoyen et de la société civile. Elles font aussi leur travail. Il y a d'autres organisations, d'autres types. Donc tout ça, si toutes les composantes s'activent, on peut vraiment changer les choses. Et moi, quand même,
je dirais que la société civile, même si on ne l'entend pas toujours, surtout cette société civile informelle, elle est là et elle travaille. Et cette crise, je pense, crée ce nouvel élan pour un meilleur vivre ensemble. Hein. On se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes dans notre société, en fait, et que peut-être qu'il y a eu une trop grande fragmentation, comme tu dis. Chacun a peut-être travaillé dans son coin à un certain moment. Maintenant, c'est le moment de se regrouper, d'unir nos forces, parce que c'est pas seulement le coronavirus qu'on doit combattre, ce sont tous les aspects, toutes les dimensions de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise structuration de notre société, de l'attentisme, de l'immobilisme aussi, parce que on est tous responsables. Hein. Si la situation est telle aujourd'hui, c'est que on a failli à nos missions quelque part et qu'il faut donc redoubler d'efforts. Et maintenant, je pense qu'on a tiré ces leçons-là et qu'on est vraiment sur le bon chemin. Ouais. Tout à fait d'accord, je suis avec toi. On est tous responsables, en effet, de cette situation et cette crise un peu nous donne un coup de réveil, tu vois, et c'est vrai, ça, la réponse initiale arrive du citoyen, dans les quartiers qui s'auto-organisent, qui se mobilisent pour s'entraider, et c'est là, on le voit ici, on le voit un peu partout dans le monde, c'est-à-dire le coup de réveil vient des citoyens eux-mêmes, et les institutions ont été trop, disons, dans une cage, je dirais, dans un temps autre ou trop distancié de la réalité pendant des années. Et on doit un peu toutes, disons, se responsabiliser et vraiment essayer d'aller au-delà de cet immobilisme des politiques un peu qui répètent plus ou moins les mêmes, disons, schémas depuis des années et trouver des façons différentes, en effet, disons, pour faire face à la situation que cette crise expose. C'est vrai, la crise n'est que juste met en évidence ce qui ne marche pas. Ce n'est pas vraiment une crise en soi-même que, disons, une fois résolu le problème du virus COVID-19, tout revient à la normalité. Vraiment, ça touche des questions beaucoup plus profondes que cela. Et Niaïn, tu veux compléter? Je voulais compléter un peu puisque le fait qu'on a eu cette plateforme qui a anticipé un peu les collaborations dans toutes les thématiques et à différents niveaux, du niveau local vers le niveau communal, vers le niveau district et vers le niveau national, ça nous a également facilité d'actionner des collaborations entre les organisations de la société civile pendant cette crise. Puisque si nous n'avions pas donc mis en place cette façon de collaborer avant même la crise, je crois qu'on n'aurait pas eu le temps vraiment de réagir et de se mettre ensemble pour répondre à certains défis imposés par cette crise de la pandémie. Il y a des différentes lois qui sont essayées de se faire passer sans que les organisations sociales soient au courant. Il y a par exemple tout ce qui est problème de liberté d'expression sur lequel on devait réagir de manière coordonnée. Donc, le fait que nous, au niveau des organisations de la société civile, on peut anticiper donc notre façon de s'organiser avant même la crise, ça a également facilité les choses. Et même donc les organisations au niveau communal, au niveau du district, essaient également de se rallier à ces initiatives de collaboration qui sont déclenchées au niveau national. Oui, absolument. Je vais prendre une question qui vient un peu de notre audience. C'est Dumouina Rana Boirimanan de l'ONG Eden. Elle nous pose une question
justement, par rapport, disons, à cette rôle et reconnaissance de la société civile, elle dit que, disons, la société civile rencontre des défis majeurs, c'est-à-dire elle se sent ignorée et sous-estimée hein, par rapport à la contribution qu'il pourrait faire, même à niveau local, hein, parce qu'ici on parle en effet de l'action au niveau local. Parfois, même avec les autorités locales, il n'y a pas vraiment une entente. Et comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le blocage, si on veut, à niveau local? Peut-être, Fanja, tu peux répondre à cela? Je tiens à préciser que c'est pas quelque chose de nouveau, que il y a ce blocage-là. Je pense que c'est il y a la limitation du gouvernement au cas de... Je pense que c'est là où l'État intervient le plus, mais il n'y a pas vraiment de soutien aux organisations de la société civile dans la mise en œuvre de ces actions-là. Donc, je pense que le blocage est déjà là. Une lacune dans la définition de la société civile par le gouvernement. Une défaillance dans la clarté des rôles du gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une maison mais claire tout au début et ça reste flou. Je pense qu'il y a déjà des initiatives qui va déclencher ces gens. Ça espérer qu'il y a une amélioration de la relation entre la société civile et là, je pense que parce que souvent, même s'il y a aussi des tirs qui sont formels, mais à petite échelle, mais l'État priorise toujours les sociétés civiles formelles à grande échelle. Donc, c'est là où je pense qu'il y a vraiment, si on veut, des changements. C'est dans ce côté-là qu'il faut pousser le gouvernement. Oui, merci Fanja. Oui, en effet, je crois que cette crise nous en effet met en évidence comme on peut en fait, disons, mettre en valeur vraiment l'apport de la société civile, formelle et informelle, à partir d'un engagement à niveau local, en reconnaissant, disons, les citoyens organisés ou pas organisés, informels ou pas formels, dans la contribution à la définition, tu vois, des priorités, des questions et aussi des résolutions. Ça c'est fondamental. Peut-être c'est vrai que disons, la loi, disons, est un peu, en effet, un peu, si on âgée, si on peut, et n'arrive pas vraiment à saisir la complexité, la diversité de comment, en effet, les citoyens s'organisent et s'activent pour faire face aux problèmes. Et cela, bien sûr, c'est quelque chose pour les mois à venir que peut-être, en tant que société civile un peu plus organisée à niveau national, vous pourriez, disons, adresser. Et que... Oui, je voulais juste dire que c'est aussi cette
malcompréhension, je dirais, du rôle de la société civile au niveau de notre société. Ce n'est pas juste le défaut de l'État, hein. C'est aussi un manque ambiant de culture démocratique, de culture civique aussi quelque part, parce que les gens ne comprennent pas toujours quels sont ses rôles, qu'est-ce qu'elle peut faire, quelle est sa contribution à la construction d'une société meilleure, je dirais. Donc, c'est l'occasion peut-être, en tout cas, maintenant on est dans l'urgence, hein, mais après la crise, peut-être, il faudra repenser cette éducation citoyenne-là en communiquant un peu plus sur la nécessité d'avoir une société civile indépendante parce qu'il n'appartient pas à l'État d'organiser la société civile. Ça, il faut vraiment que je le souligne. On a eu, il y a quelque temps, ce problème-là où l'État voulait faire cette charte de la société civile publiée par un ministère. C'est contre nature, c'est quelque chose qui ne devrait jamais se passer. Donc, il a toute cette réflexion à mener et cette démarche d'éducation civique aussi à renforcer, civique et citoyenne en même temps. Voilà. Absolument, absolument. C'est vrai que parfois, c'est même la société civile elle-même qu'elle ne se connaît pas bien ou n'arrive pas à définir. Tu vois. Et c'est vrai, on est là. Et en plus, comme disons, on vit dans une réalité qui change toujours, tu vois, ce qu'on pense aujourd'hui, demain n'est plus valide. Et là, j'ai fait la critique, je voudrais mener la réflexion maintenant sur les acteurs qui appuient en effet la société civile. Moi, j'étais très actif dans la société civile. Maintenant, je suis passé du côté tu vois, de ceux qui sont censés appuyer ou quand même créer des conditions meilleures pour que la société civile puisse jouer ses rôles. Je vois quand même depuis des années déjà qu'on reste toujours avec des structures qui sont, ou des schémas de politique qui sont quand même des années 80-90. C'est-à-dire on n'arrive pas dans la façon où les bailleurs, les PEF, ils ont conçoit leur politique de soutien à la société civile, disons, envisager, disons, de travailler avec ces nouvelles formes de société civile qui sont plutôt informelles, qui sont plutôt liées à des mouvements, qui sont liées, disons, à une énergie citoyenne qui se manifeste dans plusieurs formes, mais pas en tant qu'ONG, tu vois. L'ONG, si on veut, c'est quelque chose, disons, qui vient de très loin et qu'on soit leur appui. Et là, je voulais un peu voir votre opinion par rapport au PTF en général, mais surtout dans cette crise, parce qu'en effet, surtout à Madagascar, les bailleurs jouent un rôle fondamental pour permettre à la société civile d'agir. On a mentionné déjà, on est là, mais on n'a pas de ressources, on nous dit rien, on ne participe à rien. Les PTF ont un rôle fondamental à jouer. Comment est-ce que vous voyez un peu les PTF s'est mobilisé dans ces 2-3 mois de crise? Est-ce qu'ils se sont activés vraiment pour permettre, pas seulement à l'État, mais à tous les acteurs de jouer son rôle et contribuer à faire face à cette crise? Peut-être on part de qui cette fois? OK. Moi, je constate aussi, bien sûr, il y a la réponse de crise, hein, la réponse urgente, je dirais. Tout d'abord, à l'urgence sanitaire. Il y a eu l'organisation de tous ces fonds, ces filets sociaux aussi et sanitaires. Et c'est normal. Et on remercie les PTF d'avoir mobilisé tous ces fonds pour permettre d'appuyer l'État dans la crise. Mais après, je pense que les PTF pourraient aussi jouer un meilleur rôle dans l'appui de la société civile parce qu'il y a beaucoup de plaidoyers en cours et qu'on sait bien que c'est celui qui détient la bourse qui a le pouvoir, malheureusement, encore chez nous. Nous, société civile, on peut crier tous les jours, on peut sortir nos communiqués, on interpelle, on fait des débats à la télé, etc. Les autres en haut, ils se bouchent les oreilles. Mais vous pouvez leur taper sur les doigts, je pense. Concrètement, aujourd'hui, nous avons par exemple ce projet de loi sur l'accès à l'information qui est une pièce cruciale, une pièce maîtresse du dispositif général de transparence du pays.
sans la loi sur l'accès à l'information, on n'arrivera à rien. Et cette loi-là, elle était préparée, elle était déjà disponible, le projet de loi, depuis l'année dernière, mais les consultations n'ont officiellement démarré qu'il y a 15-20 jours. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'ils auraient pu inscrire cette loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour une adoption pendant cette session-ci. Donc là, nous, on crie au tollé, on est un peu scandalisé parce qu'on se dit, est-ce que ce sont vraiment des manœuvres dilatoires, tu vois, pour reporter l'adoption de la loi en octobre? Et encore, on verra encore ce qui se passe en octobre. Alors que c'est quelque chose dont nous, société civile, on a besoin. Dans nos investigations sur le Covid, par exemple, on frappe à toutes les portes, mais les portes sont fermées. Si on avait cette loi-là, on aurait au moins un appui légal, un recours légal qui nous aiderait. Donc, ce qu'on demande au PTF aujourd'hui, c'est qu'il faut relever ces points de plaidoyer-là et nous appuyer. Il ne suffit pas juste de donner de l'argent. Demandez aussi, soyez exigeants en termes de procédure de transparence, par exemple. Vous donnez l'argent, mais exigez, faites le suivi. Comment cet argent est-il dépensé? Si vous donnez 1 million d'euros, comment est-ce que cet argent a été dépensé jusqu'au moindre sou? Bien sûr, vous devez de connaître ces informations-là, mais nous aussi, les citoyens aussi, on mérite de le connaître. Donc, soyez plus exigeants. Et puis, contraignez le gouvernement à vraiment considérer ces urgences légales. Il y en a deux aujourd'hui, à mon sens. C'est la loi sur l'accès à l'information, protection des données. On peut inclure les activistes et les lanceurs d'alerte de la société civile. Donc, ils ne vont pas venir cet après-midi pour nous arrêter. Qui se chargera de ça? Il y a comme une grande latitude, une grande force de pression sur le gouvernement. Et on vraiment, en tout cas, moi, je les appelle à faire quelque chose à ce propos. Merci. Oui, mais il faut que les PTF un peu et les ressources et les ports sont un peu moins que dans d'autres. Et Fanja, de ton, les petits à la société civile spécifiquement, tu as mentionné bien sûr un certain manque de ressources à niveau de terrain pour que la société civile agisse. Quels sont les comment tu vois la situation actuelle de la réponse des PTF? Qu'est-ce que tu aimerais que les PTF fassent pour te permettre à toi et à tous les collègues d'agir d'une façon plus efficace? Merci, Carlo. Donc, tous les 2 mois ont été, je dirais, pour la société civile d'ici, ont permis aux OSC de renforcer, de renouveler leur confiance avec les PTF. Donc, il y a vraiment cette écoute des PTF aux OSC. Il y a aussi leur présence en octroyant des moyens, mais je pense aussi que c'est des moyens qui ne permettent pas de couvrir l'ensemble de la population, mais comme les OSC aussi, les PTF priorisent aussi déjà les bénéficiaires des OSC. Je pense aussi que il y a vraiment une compréhension de la part des PTF vis-à-vis des OSC. Là où j'aimerais
peut-être demander, plaider au niveau des PTF, c'est vraiment d'encourager les initiatives des OSC. C'est pas seulement vraiment, comme Kate l'a dit, c'est pas seulement de donner de l'argent, mais d'encourager les OSC donc pour devenir un vrai socle pris en compte par le gouvernement. Donc, je dirais, là, on est dans la crise, dans la gestion de cette crise-là, parce que les OSC essaient de mettre en place des stratégies de plaidoirie, mais comme Kate le dit, que là en haut, ils épaississent leur cache-oreilles. Donc, c'est là où peut-être on pousse les partenaires financiers à, j'aime pas vraiment le mot pression, mais peut-être vraiment d'intervenir auprès du gouvernement, des OSC qui sont vraiment à la base. Merci. Merci Vanja. Et bon, Yaïn, de ton point de vue, qu'est-ce que tu aimerais voir les PTF faire plus peut-être pour vraiment essayer d'amener cette société civile là où on voudrait la voir, non? Ok. Merci, Carlo. D'abord, il faut savoir que même avant la crise, donc, j'aimerais un peu revenir sur la collaboration des organisations de la société et l'État, surtout donc dans les secteurs de gouvernance, comme les finances publiques, la décentralisation, la lutte contre la corruption, la question juridique et justice. Cette collaboration a été toujours assez faible. Et avec le contexte actuel de Covid-19, donc, qui confère à l'État, à travers l'état d'urgence sanitaire, des passe-droits et des pouvoirs qui dépassent un peu l'entendement, il y a beaucoup sans vraiment peut-être même au détriment des intérêts des communautés de la population. Et ces actions et ces décisions sont bien sûr malheureusement donc financées par les partenaires techniques et financiers dans la majorité. Et c'est là que j'aimerais un peu attirer l'attention des partenaires techniques et financiers, puisque c'est normal que pendant la période de crise, comme il n'y a pas assez de fonds, les priorités soient donc dans les appuis aux actions gouvernementales qui sont les premiers responsables dans tout ce qui est fourniture de services, dans tout ce qui est mise en œuvre des réponses directes par rapport à cette pandémie. Mais il ne faut pas oublier, en fait, le niveau contrôle et le niveau redevabilité de l'utilisation de ces fonds. Et c'est là que le principe global situe à nous donc un fonds X pour la mise en œuvre d'une activité, d'une action publique. Tu devrais allouer à peu près 5% de ce fonds pour faire le suivi, pour exiger la redevabilité. Et je dirais que seulement un quart de ça, vers le 1,25%, soit alloué pour la société civile, pour faire le contrôle citoyen. Je pense qu'il y aurait vraiment la possibilité pour les organisations de la société civile d'assurer donc les contrôles citoyens de la mise en œuvre des actions publiques qui sont planifiées, qui sont donc définies dans le cadre de cette réponse à la pandémie Covid-19. Donc, pour les PTF, il ne faut pas tout simplement que c'est donc la période de crise, donc on va ignorer, on va plus ou moins ignorer leur façon de travailler qui est déjà acquise et qui est bonne d'associer les organisations de la société civile. Puisque nous, quand même, ce qu'on voit,
tout n'est pas très sombre. Lorsque les organisations de la société civile se mettent ensemble, lorsqu'on collecte des informations, on a des arguments et on est solidaire avec les autres parties prenantes, le secteur privé, les médias, il y a quand même quelque chose qui bouge en termes de contrôle et en termes de redevabilité. Si on voit par exemple les actions qu'on a fait avec l'ordre des journalistes pour faire libérer les journalistes emprisonnés, les actions sur tout ce qui est code minier, le code foncier, tout ça, les lois foncières, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait, les organisations de la société civile peuvent faire bouger si les organisations de la société civile sont appuyées à avoir les informations, à avoir des argumentations, à avoir des analyses et surtout avoir les informations venant de la base, donc des organisations de la société civile locale. Et tout ça, on a bien sûr besoin de moyens pour pouvoir faire tout ça, puisque, comme Kay a dit tout à l'heure, si tu dis des informations qui ne sont pas recoupées, c'est vraiment dangereux actuellement. Donc, il faut mettre vraiment en place des façons de travailler professionnelles pour essayer donc de contrecarrer cette volonté de faire taire les gens. Et moi, j'ai un peu l'expérience avec les élections. On a mis des dispositifs qui permettaient vraiment de remonter des informations fiables de la base jusqu'au niveau national, mais on a eu quand même des difficultés à se faire écouter. Même si ce n'était pas entièrement en période de crise. Et imagine si on le fait, le même processus sans vraiment des dispositifs professionnels. Actuellement, je pense qu'il y aurait des organisations de la société civile qui seront des leaders qui seront emprisonnés partout, puisque après, ils vont dire qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire et tout ça. Et comme on sait actuellement que c'est vraiment difficile de s'exprimer par rapport à cette lutte si on n'a pas les informations qu'il faut et si on n'a pas donc toutes les coalitions des organisations de la société civile qui travaillent ensemble. Maintenant, donc, il y a quand même des initiatives qui sont lancées, qui sont discutées avec les partenaires techniques et financiers, notamment avec l'Union européenne, qu'on est en train de concrétiser et pour faire le suivi donc de quelques actions gouvernementales, notamment donc les transferts de fonds au niveau des communes, les transferts de fonds au niveau des centres de santé de base, l'utilisation des fonds pour la protection sociale et tout ça, mais ça couvre certaines localités de Madagascar, mais ça ne couvre pas encore vraiment donc toutes les actions du gouvernement. Là, donc, on sollicite donc les autres partenaires techniques et financiers également de rallier cette initiative de l'Union européenne avec nous. Il y a le PNUD qui est en discussion, il y a la GIZ, il y a les autres, la Banque mondiale, et tous qui ont donc alloué des fonds pour le gouvernement pour mettre en œuvre les actions publiques. Nous trouvons normal que ces partenaires techniques et financiers vont allouer également peut-être 1% de ce budget global aux organisations de la société civile pour faire le suivi citoyen, le contrôle citoyen donc de ces actions qu'ils vont financer au niveau du gouvernement. Et donc, c'est ça concrètement ce que je veux voir dans les actions des partenaires techniques et financiers à Madagascar. Ouais, merci. Oui, très clair le message. Je crois que oui, c'est vraiment aussi le moment un peu de réfléchir bien à quel rôle peuvent jouer, disons, ces PTF pour amener un peu ces pays à être oui, dans la voie de développement. Je crois que, disons, pour ce que j'écoute de ce que vous disiez un peu, c'est vraiment qu'on ne peut plus, disons, appuyer un petit peu ici, un petit peu là, et ici, et diviser, sectorialiser,
mais c'est un peu tout un système qui doit, disons, faire un chemin. Et dans ce chemin, il faut travailler ensemble en intégrant et en respectant les rôles de tous, mais en mettant en mesure de tout le système de fonctionner ensemble. Même les programmes d'appui à la société civile, il ne s'agit pas de donner quelques ressources de plus aux OSP ou pas, mais plutôt de créer un contexte où on peut adresser tous ensemble les vraies questions qui empêchent Madagascar de s'encheminer vers une démocratie plus effective et plus respectueuse de certains droits fondamentaux et bien sûr le développement durable. Et oui, comme ça, c'est un peu cette approche. Toujours, on a tendance dans le PTF à sectorialiser et après travailler. Voilà, la santé, c'est le ministère de la Santé. La société civile, c'est juste un peu pour complémenter. Non, disons, la société civile, on voit bien dans cette crise que ça représente vraiment les intérêts des citoyens, mobilise les citoyens et il y a cette... Je crois que qu'est-ce que cette crise demande, c'est vraiment l'envie des citoyens de ne pas rester à regarder, mais plutôt de s'activer pour se responsabiliser. Comme ça, aussi, on appelle au PTF vraiment de faire les choses d'une façon différente, vu aussi que cette pandémie touche partout dans le monde. Ce n'est plus cette dynamique premier monde, troisième monde. On est dans le même monde, il n'y a pas 3 ou 4 mondes, il y en a un et il faut vraiment travailler ensemble pour avancer. Et je crois qu'on peut aller vers un peu la clôture. Je voudrais un peu écouter un peu vous, un peu ce que... Qu'est-ce quelle est votre opinion par rapport à ce que cette crise va nous laisser, disons? Est-ce que cette crise, bien sûr, maintenant on est en plein de la crise, tout le monde réfléchit, tu vois, on a un moment en particulier, même à niveau psychologique, même à niveau familial, on passe tous dans des périodes un peu particulières et bien sûr, on pense beaucoup, on a beaucoup d'idées, on regarde ce qui ne marche pas. Est-ce que dans 2, 3 mois, 4 mois, on va tout oublier et on va revenir à la même dynamique ou qu'est-ce que vous voudriez que cette crise en effet nous laisse, nous laisse en tant que société civile, mais un peu plus en général. C'est aussi la question un peu, si je comprends bien, de Jean-Philippe Palassi qui nous pose vraiment une question aussi par rapport à comment vous voyez les prochains mois et peut-être l'année, parce que aussi cette crise n'est pas une crise seulement sanitaire, c'est sanitaire maintenant, mais ça va laisser beaucoup d'impact à niveau social, économique, environnemental. On voit une dégradation des ressources naturelles aussi dans cette période. Comme ça, qu'est-ce que les bons côtés qu'on peut amener avec nous après cette période un peu de crise, hein? Peut-être, Fanja, tu veux commencer? Merci, Carlo. Oui, effectivement, cette crise va engendrer de nouveau une dégradation de la situation générale à Madagascar. La visibilité de la situation post-crise, moi, je pense que ça reste encore flou. Là, aujourd'hui, on ne peut pas, je pense que, je dirais, on ne peut pas voir jusqu'à quand va durer la crise. Donc, on manque encore de visibilité. Moi, je pense que c'est une opportunité à saisir. Je ne dirais pas que je suis contente qu'il y a cette crise-là, mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité à saisir pour prendre des leçons. Moi, je pense qu'il serait nécessaire de capitaliser cette crise. Je dirais la capitalisation, ce n'est pas seulement au niveau de l'État, n'est pas juste au niveau de la société civile, mais vraiment une capitalisation qui va permettre à tous les niveaux vraiment d'analyser, d'apporter un regard objectif
d'apporter un regard neutre par rapport à la gestion de crise. Cette capitalisation, je pense que si on arrive à le faire bien, ça va constituer un vrai document de base pour les dirigeants, pour tous les parties prenantes, pour les bailleurs, pour la société civile, pour les citoyens aussi, de réviser, d'actualiser, de changer les axes prioritaires des politiques publiques. Et je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, Niaïn, est-ce qu'on arrivera vraiment à saisir cette opportunité? Je suis... Écoutez-moi. OK. Merci, Carlo. En fait, moi, je vois que la crise, ça va encore renforcer nos engagements citoyens, nos activismes, comme qui a mentionné, et notre volonté de collaborer ensemble, aussi bien au niveau national dans les différentes thématiques, mais aussi de rallier nos bases, d'étendre nos bases au niveau local, et surtout de renforcer cette compréhension des rôles des organisations de la société civile dans la vie d'un pays comme Madagascar et dans le développement d'un pays comme Madagascar. Parce que tu sais que même donc avec le problème de déplacement qu'on a actuellement, on arrive quand même actuellement à voir ce qui se passe, à savoir ce qui se passe dans les différentes régions, à travers les différentes organisations de la société civile locale qui travaillent, qui sont en réseau avec nous. Et là, il faut vraiment capitaliser ces forces et ces engagements des citoyens, des organisations de la société civile à la base. Il faut les accompagner. Et là, je reviens un peu avec la question de partenaires techniques et financiers, puisque toi-même, en tant que Fanang, tu es un des partenaires techniques et financiers donc des organisations de la société civile, et l'initiative actuelle de Fanang d'ouvrir donc des opportunités pour des réponses d'urgence par rapport à cette pandémie pour les organisations de la société civile. Je pense que c'est une bonne idée et qu'il faut continuer, il faut solliciter, même appuyer les organisations de la société civile de formaliser des projets, des actions, des activités pour être accompagnés par Fanang. Mais de manière plus large quand même, l'initiative d'avoir un fonds d'appui aux organisations de la société civile qui est plus ou moins souple et qui est utilisable, qui renforce même la façon de travailler des organisations de la société civile. C'est aussi donc un plaidoyer qu'on doit faire au niveau des différents autres partenaires techniques et financiers de rejoindre les 4 bailleurs donc, qui sont déjà dans Fanang actuellement. Il y a donc cette opportunité qu'on a de travailler ensemble dans les différentes actions publiques, surtout liées à cette pandémie COVID-19. Mais peut-être pour clôturer mon intervention, tout est une question d'argent. Et lorsqu'on parle donc de réponse pour cette pandémie 19, l'État doit donc élaborer, mettre en œuvre cette réponse par rapport au budget de l'État. Et là, je reviens encore à notre plaidoyer actuel que le projet de loi de finances rectificative n'est pas encore sorti, alors que beaucoup de montants sont déjà sortis pour cette réponse. Comment nous allons vraiment assurer que le projet de loi actuel intègre vraiment les priorités pour répondre à cette pandémie à COVID-19 et comment, bien sûr, le projet de loi actuel intègre déjà également l'après-COVID-19, c'est-à-dire la façon de relancer l'économie, la façon de, je dirais, de compenser les pertes
dans l'accès aux droits sociaux de base qui va sûrement encore diminuer par rapport au taux d'accès actuel. Comment l'État va essayer donc de prendre tout ça en charge, de l'intégrer dans le budget. Tout ça, donc, ce sont des actions que les organisations de la société civile, aussi bien au niveau national, mais reliées aux organisations de la société civile locale, devraient mettre en œuvre, devraient prendre comme les défis des prochains mois et des prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niaïn. Okay, à toi la dernière parole, le dernier mot. Qu'est-ce que tu aimerais que cette crise nous laisse D'abord, déjà qu'on en avait plaisanté au début de la réunion, mais elle nous aura d'abord enseigné l'importance de la technologie parce que on aura découvert la valeur du télétravail et découvert qu'il est possible de faire les choses autrement sans, par exemple, dépenser une fortune en organisant un atelier avec un cocktail. On peut faire les choses différemment. Le travail avance toujours. Après, moi, je pense que, bien sûr, l'argent est important, le budget est important, la transparence du budget est important. Je pense que Niaïn a bien déjà soulevé les points de plaidoyer qu'on mène ensemble aujourd'hui. Hein. Mais moi, je voudrais aussi tirer comme perspective un changement de comportement et de mentalité en termes de gouvernance d'abord. Le gouvernement peut mieux faire, peut largement mieux faire si et seulement s'il en avait la volonté. On nous promet beaucoup de choses, on nous a promis beaucoup de choses. Zéro tolérance pour la corruption, transparence, etc. Le gouvernement ambitionne d'atteindre un score très élevé sur l'IPC d'ici quelques années, etc. Mais à ce rythme-là, s'il continue cette opacité-là, ces pratiques-là, moi, je vous dis que les scores vont dégringoler hein, à partir de l'année prochaine et ça va continuer. Les indicateurs vont être au rouge. Donc, il est encore temps de corriger les choses. On est au milieu de la crise. Malheureusement, ça va encore continuer en termes sanitaires, etc. Donc, il est encore temps de redresser les choses. Il n'est pas trop tard. Il suffit d'ouvrir les écoutilles, de prêter une oreille attentive à ce que dit la société civile. Je ne dis pas que ce qu'on dit est parole d'évangile, hein, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à relever dans ce qu'on dit. On donne des recommandations. Prenez, utilisez. Ne nous prenez pas, ne nous considérez pas comme des ennemis. C'est ça le message. Si on dit ce qu'on dit, c'est dans l'intérêt des citoyens et on doit pouvoir collaborer ensemble pour faire avancer les choses. Donc, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut changer, en fait. Et ça se travaille, hein, ça ne va pas changer du jour au lendemain parce que la société civile et le gouvernement se sont regardés en chien de faïence depuis des années. Ça ne va pas changer d'un claquement de doigts, mais on doit faire cet effort-là des deux côtés de la barrière. Donc, voilà, je rappelle à changement de mentalité et puis à une plus grande solidarité tout simplement entre nous, humains, activistes. Quand je dis activiste, ce n'est pas un titre qu'on donne à quelqu'un parce qu'il est actif. On est tous activistes à notre façon, puisqu'on s'active pour un meilleur bien-être de notre communauté, à commencer par notre noyau familial, notre association, notre communauté, notre FUCTAN, notre pays. On est tous activistes. Donc, donnons-nous la main tout simplement et puis... je pense qu'ensemble, on réussira. Hein. Les conséquences de la crise vont durer, ça c'est clair, mais il y a de l'espoir. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, moi, je suis confiante. Hein. Voilà. Merci. Merci. Et sur ça, j'ai vraiment rien ajouté parce que je crois que ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup, Kay, merci beaucoup, Niaïn, merci beaucoup, Fanja, et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Hein, j'espère que cela a contribué un peu à comprendre mieux qu'est-ce que la société civile pense, fait et disons, espère pour le futur. Et voilà, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, Carlo. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Bye bye, Kay. Bonsoir.
compte autour de 14 000 organisations de la société civile, à savoir des ONG, des associations, des coopératives à Madagascar, de diverses tailles et travaillant dans des thématiques tout aussi variées que pertinentes. Dans un pays où l'État a plus que jamais besoin de la contribution de tout un chacun, la société civile commence à prendre une place fondamentale dans le développement. Nanomboka nandray andraikitra hafa ny fiarahamonim-pirenena dia ny fanentanana, ny fanaraha-maso, ny fitondram-panjakana. Miezaka koa izy miara-miasa akaiky ny fitondram-panjakana mba hanamora ny fanatanteranan'izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina izy fiantraikany eny amin'ny mponina izay engagement raisin'izay. La société civile a en effet une fonction de surveillance, d'orientation, de connexion avec l'État. Elle intervient également dans des activités de développement, là où le service public fait défaut. Ses premiers défis, se structurer et rester fonctionnel. Faneng est né pour relever ces défis en vue d'une société civile responsable, engagée et inclusive pour le développement durable de Madagascar. Ainsi, Faneng se positionne comme un levier de démarrage et de durabilité au service des organisations de la société civile. À ce titre, un parcours d'accompagnement leur est proposé, assorti d'autres volets aussi importants, le renforcement de leurs capacités, le financement de leur initiative et la mise en réseau. Mbola marina fikambanana mijoro fa tsy dia mbola fantany zegny hoe ino marina tegna vision nazy zegny mbola tsy tegna mipetraka tsara mazava dia afahanay magnampy anjareo afahanjareo magnatratra ny tanjona zegny no iaranay miasa aminjareo amin'ny accompagnement zay. Fiofanana zany hoentinay dia anampy be dia be ireo fiarahamonim-pirenena ireo ahafahan'izy ireo mitondra an'izay asa fanentanana, asa fampandrosoana zay iarahan'izy ireo amin'ny vahoaka eny fotony, iarahan'izy ireo ihany koa miara-miombina antoka amin'ny fanjakana eny fotony sy ny ireo mpiara-miombina antoka hafa zany izay miara-miasa amin'izay hoe tontolon'ny fampandrosoana eny fotony zay. Les petites OSC qui débutent, on peut les accompagner d'avoir des premiers financements, à se structurer au niveau local, mais il y a aussi un très grand effort de structurer aussi les plateformes et les associations. Pour nous, justement, il s'agit de permettre à l'État malgache d'avoir un partenaire dans le développement, un partenaire entre égaux, d'avoir la société civile comme le secteur privé, comme l'État, les institutions publiques et les PTF, comme des partenaires qui travaillent en commun pour le développement de Madagascar. Faneng est financé par 4 entités différentes, à savoir l'Union européenne, la coopération allemande, le gouvernement princier de Monaco et l'ambassade de France à Madagascar. Avec cette coopération novatrice, Faneng a mise sur la durabilité de son impact. Hafa ihany ny olona manana tanjona amin'ny fiainana, hitanao hoe mivoatra sy mirosana mihatsara kokoa hatrany, toy izay tsy manana tanjona fa miaina amin'ny fiainana isan'andro fotsiny dia mitovy amin'izay mihitsy ny fikambanana fiarahamonim-pirenena. Raha ohatra hoe manana tsinjo lavitra dia lasa lavitra kokoa. Firaisan-kina mpikambana ao aminy fananana an'ilay tsinjo lavitra fotsiny dia fa anisany mampitsangana foana ny fiarahamonim-pirenena n'inona contexte socio-économique misy azy. Une autre spécificité de Faneng réside dans sa gouvernance qui implique au même titre ses bailleurs et les représentants de la société civile. Fanararoatra iray lehibe amin'ny maha-solotena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny comité de pilotage ny Faneng dia ny fahafahana mitondra hoe inona marina ny tena filan'ny fiarahamonim-pirenena izay tokony tohanan'ny Faneng mba tsy hoe ho lasa caution morale fotsiny ny fampidirana ny solotena ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny comité de pilotage fa tena mandray anjara feno amin'ny resaka famaritana ny paikady sy ny vina ho an'ny fanohanana ny fiarahamonim-pirenena eto Madagascar. Il faut que l'OSC qu'on accompagne sache bien déterminer ce que c'est qu'une vision, leurs valeurs, leurs objectifs et les autres éléments qu'ils veulent atteindre à travers leurs activités. Faneng est mise en œuvre par une équipe locale dynamique et bien structurée. Présent sur cette région, Faneng intègre des compétences aussi riches que variées.
L'engagement et le partage font partie des valeurs qui animent l'équipe. Mampianatra anahy koa izy ahafahako mamindra an'ilay expérience amin'ilay fikambanana sasany entre ny fikambanana roa amin'ny faritra na commune roa samihafa iasagna ohatra ny raha tsy hitan'ny association amin'ny commune raiky dia afaka hoentiko amin'ny commune raiky ahafahana magnatsara raha arakaraka ilay expérience tsara iarahana amin'ilay fikambanana. Faneng est un véritable atout pour les OSC qui sont réellement convaincus de leur mission. Zavatra tena ilaina io zany ahaizanay mitatana sy manana vina ho an'ny association anay dia mba ho tonga tanteraka somatsara zany ireo tanjona izay tadiavinay ao amin'ny association. Faharoa manarakaraka izany fisian'ny fanainga zany dia tena coup de pouce ho an'ny association mihitsiny dia nanomboka fatapatatry ny olona ny fisian'ny association fantatry ny olona ny zavatra ataon'ny association dia tonga ny olona zany manampy dia izay koa aloha ray. Au-delà de ses actuelles ambitions, Faneng souhaite une appropriation complète du concept au niveau local et bien entendu une plus grande couverture géographique. L'idée c'est que petit à petit les pays continuent, les pays étrangers membres de Faneng se retirent petit à petit et laissent la place vraiment aux OSC malgaches pour les OSC malgaches. Et ce qui pourrait être aussi une opportunité, c'est qu'il y a d'autres pays européens qui pourraient peut-être se joindre, voire d'autres pays, d'autres régions. On espère dans le futur d'évoluer encore plus et de pouvoir continuer cette expérience.